Jennifer Kess est née le 20 mai 1981 dans le New Jersey. Elle était connue pour son rire contagieux et son incroyable sens de l'humour. Ses amis disent que Jennifer était une excellente amie et qu'elle était toujours prête à tout laisser tomber pour aider ses proches quand ils en avaient besoin. L'une de ses amies a raconté qu'après une rupture difficile avec son petit ami, elle a passé un coup de fil. Jennifer qui habitait à 1 heure de route de chez elle. Jen s'est immédiatement rendue chez elle. Elle lui a apporté des chocolats et de petits jouets en cadeau et elle a même passé la nuit avec elle pour soutenir son amie. Jennifer a étudié à l'université de Floride Central à Orlando et a obtenu un diplôme en finance en 2003. Plus tard, elle a trouvé un emploi de gestionnaire financier dans une société d'investissement. Un fait peu connu, Jennifer disait qu'elle parlait couramment l'espagnol. En plus de pouvoir parler cette langue, elle la comprenait également très bien. Cette capacité lui a été bien utile après son emménagement dans son nouvel appartement. Elle a acheté cet appartement en copropriété. Le complexe d'appartements était en plein travaux de construction au moment où elle y a emménagé en novembre 2005. Les travaux se sont poursuivis pendant plusieurs mois, même pendant l'évacuation, sa disparition. L'entreprise de construction aurait embauché principalement des travailleurs sans papiers originaires du Mexique, dont beaucoup auraient tenu des propos sexuels dégradants à son égard. Chaque fois que Jen passait devant eux, comme elle parlait espagnol, Jen comprenait chaque mot qu'ils lui disaient et se plaignait souvent à sa famille du harcèlement sexuel dont elle était victime. Il s'agissait de grands groupes d'ouvriers, dont beaucoup vivaient directement dans le complexe pendant la construction afin d'éviter de faire le trajet chaque jour. En fait, sur les 447 appartements de ce complexe, seuls 250 étaient occupés et les ouvriers étaient autorisés à vivre dans les logements vacants. Selon les rumeurs, le groupe d'ouvriers était composé principalement de personnes en situation irrégulière. La jeune femme était consciente de son environnement et savait qu'elle devait faire face à des ouvriers qui étaient constamment en colère, sifflaient et la dévisageaient quand elle passait devant eux. Dans ces moments-là, elle se sentait très mal à l'aise. En conséquence, Jen était très vigilante. Elle portait toujours un spray au poivre sur elle et contactait quotidiennement ses proches pour rester en lien avec eux. Les portails de sécurité du complexe restaient toujours ouverts pendant les travaux, car les ouvriers allaient et venaient constamment, et il n'était pas nécessaire de les ouvrir à chaque fois. Il n'y avait pas de surveillance 24 heures sur 24, le gardien ne notait pas les plaques d'immatriculation des voitures, n'arrêtait pas et n'interrogeait pas ceux qui entraient ou sortaient du complexe résidentiel. Quelques jours avant sa disparition, Jen était en vacances et avait visité les îles Vierges avec son petit ami Rob. Pendant que la jeune femme était en vacances, son frère Logan et sa petite amie restaient dans son appartement. Le 22 janvier, Jen est revenue de vacances et s'est arrêtée chez son petit ami à Fort Lauderdale, à 200 miles de sa maison à Orlando. C'est alors que Logan a appelé Jennifer et lui a dit que sa petite amie avait oublié son téléphone dans son appartement, et il a demandé à Jen de le leur envoyer plus tard par la poste. Le lendemain matin, lundi 23 janvier, Jen est allée travailler à Orlando. C'était son premier jour de travail après les vacances et tout s'est bien passé. La jeune femme a quitté le travail vers 6 heures du soir et est rentrée chez elle. Ce soir-là, elle a passé plusieurs appels à sa famille et à ses amis. La dernière conversation téléphonique de Jen a eu lieu avec son petit ami vers 10 heures du soir. Rob a dit que pendant 1 an, chaque matin, chaque jour, chaque nuit, il appelait Jen. C'était leur routine. Jen se réveillait toujours avant Rob car elle devait aller travailler. À chaque fois, elle l'appelait pour lui dire bonjour et lui souhaiter une bonne journée. Ou elle lui envoyait simplement un message pour lui dire qu'elle l'aimait. Ce soir-là, ils ont parlé et se sont dit qu'ils se manquaient, et qu'ils avaient hâte de se revoir la prochaine fois. Malheureusement, Rob ne reverra plus jamais sa bien-aimée. Le lendemain matin, Jen devait à nouveau partir travailler. À 7 heures du matin, les ouvriers du complexe où vivait Jen avaient déjà commencé à travailler. Vers 7h30, Jennifer partait généralement au travail. À cette époque, elle travaillait dans une agence de voyage à 25 minutes de route de chez elle. Jennifer avait avec elle ses clés, un sac à main marron avec un portefeuille, une pièce d'identité, une carte bancaire, un iPod, une mallette, un téléphone portable, ainsi que le téléphone portable de sa copine et celui de son frère. À l'étage où vivait Jennifer, seuls 2 des 4 appartements étaient occupés, mais son voisin était absent à ce moment-là.
Le père de Jen a dit que chaque mardi, des ouvriers travaillaient près du parking de sa fille. Plus tard, les ouvriers ont déclaré qu'ils n'avaient pas vu Jen sortir de son appartement et monter dans sa voiture, ce qu'elle faisait habituellement chaque matin de semaine. Ce matin-là, Rob a appelé Jennifer sur le chemin du travail, mais il a constaté que l'appel tombait sur la messagerie. Jennifer répondait toujours à Rob, mais c'était la première fois qu'elle ne le faisait pas. Rob avait une réunion au travail à 9h du matin. Après cela, il a décidé de l'appeler à nouveau, mais cette fois encore, l'appel est tombé sur la messagerie. Ce n'était pas dans ses habitudes. Pour Jen, et Rob a trouvé cela très étrange. Ce jour-là, Jennifer ne s'est pas présentée au travail. Ses collègues étaient inquiets de son absence et ont essayé de l'appeler, mais sans succès. La direction contacte alors ses parents et leur explique que Jen ne s'est pas présentée au travail. Au cours de la conversation, les deux parties supposent qu'il a pu arriver quelque chose à Jen. Les appels vers le téléphone de Jennifer continuent d'être dirigés vers la messagerie vocale, ce qui laisse penser que son téléphone est éteint. Les parents, qui habitaient à 1h30 de route de chez Jen, se rendent en voiture chez leur fille. En chemin, ils appellent alors le gérant du complexe d'appartements et lui demandent « Peuvent-ils envoyer un employé vérifier l'appartement, Jen ?» La porte était verrouillée et, à l'aide d'une clé de rechange, 2 employés sont entrés dans son appartement. Ils ont signalé qu'à l'intérieur de l'appartement, tout semblait normal, mais la voiture de Jennifer avait disparu de sa place de parking. Vers 3h de l'après-midi, les parents arrivent à l'appartement de Jen. Ils découvrent qu'elle était à la maison le matin et qu'elle se préparait à aller travailler. Ils remarquent plusieurs de ses affaires de travail sur le lit, une serviette mouillée et son pyjama. Dans la salle de bain, il y avait un sèche-cheveux et des produits cosmétiques laissés dans le lavabo. Il n'y avait aucun signe d'effraction ni aucune trace de lutte. Cependant, son portefeuille, ses clés, son téléphone portable et son iPod, qu'elle gardait toujours avec elle, avaient disparu. La famille de Casey a déclaré qu'ils avaient trouvé dans son panier à linge un sweat à capuche d'homme de taille moyenne. Celui-ci n'appartenait à aucune des personnes que Jen connaissait. Ils n'avaient aucune idée de la façon dont ce sweat à capuche s'était retrouvé dans son appartement. Mais la police n'a jamais pris la peine de le tester pour l'ADN. Jusqu'à présent, personne ne sait à qui appartenait le sweat, mais certaines personnes pensent que cela pourrait être la clé pour comprendre ce qui est arrivé à Jennifer. L'appartement de Jen n'a jamais été considéré comme un lieu potentiel du crime. Plus tard, les parents préviennent la police lorsqu'ils trouvent leur fille dans l'appartement. Mais comme c'est souvent le cas lorsque la personne disparue est majeure, la police pense d'abord qu'elle est peut-être partie de son plein gré, et non qu'elle a disparu. Les policiers arrivés sur place ont demandé aux parents de Jennifer quel âge elle avait. Les parents ont répondu « 24 ans ». À cela, les policiers ont dit qu'elle s'était probablement disputée avec son petit ami et qu'elle reviendrait bientôt. Après cela, ils sont partis. Plus tard dans la soirée du même jour, les parents de Jen ont imprimé des affiches avec sa photo et les ont distribuées dans les environs immédiats, autour de sa maison. La police commence à prendre l'affaire au sérieux. Les détectives ont vérifié l'activité sur sa carte bancaire et ont triangulé son téléphone pour déterminer sa localisation, mais ils n'ont rien pu découvrir. C'est comme si Jennifer s'était volatilisée dans les airs. Il n'y avait aucun indice ni aucune piste sur l'endroit où elle pouvait se trouver. Mais quelques jours plus tard, on a découvert quelque chose qui a laissé tout le monde perplexe pendant les années suivantes. Le jeudi 26 janvier, un locataire d'un complexe voisin, ayant vu la voiture de Jennifer aux informations, informe la police qu'un véhicule correspondant à cette description est garé devant chez lui depuis plusieurs jours. La police arrive et confirme que la Chevrolet Malibu noire de 2004 appartient bien à Jennifer. Les enquêteurs saisissent les enregistrements de vidéosurveillance locale sur lesquels ils découvrent ce qui suit. Vers midi, le mardi, le jour de la disparition de Jennifer, une personne inconnue a garé la voiture de Jennifer dans un complexe résidentiel situé à seulement 2 km de l'endroit où vivait Jen. L'enregistrement de la caméra de surveillance montre un homme arrivant sur le parking visiteur du complexe Green Condo, attendant 32 secondes, puis sortant de la voiture et, sans se retourner, s'éloignant rapidement dans une direction inconnue. Ce qui est intéressant, c'est la façon dont il gare la voiture. Après s'être garé, il recule puis gare à nouveau la voiture. La raison de cette manœuvre reste inconnue. Cet homme a également été capté par une autre caméra de surveillance.
Le plus intéressant, c'est que cette caméra enregistre des vidéos à une fréquence d'une image par seconde, c'est-à-dire qu'elle prend une photo chaque seconde. Et quelle ne fut pas la surprise des enquêteurs lorsqu'ils découvrirent que sur les 3 images prises, le visage de cet homme n'apparaissait sur aucune d'elles, car il était caché par les poteaux de la clôture. Au départ, les enquêteurs étaient ravis que la caméra ait pu capturer cet individu, pensant qu'il tenait peut-être un suspect. Mais ils furent déconcertés de constater que, sur les 3 clichés distincts, le visage de cette personne était dissimulé par la barrière. Par la suite, cette personne fut surnommée l'homme le plus chanceux ayant jamais existé. La seule information précieuse concernant ce suspect non identifié était ses vêtements, qui semblaient être ceux d'un artiste, d'un ouvrier du bâtiment, d'un plongeur ou d'un chef cuisinier, voire d'un employé d'hôpital, ou même d'un joueur de golf. Au fil des années, l'identité de cet homme mystérieux restera inconnue. Des centaines d'hypothèses seront avancées sur l'identité réelle de cet homme qui a garé la voiture de Jennifer et sur son lien avec sa disparition. La police a demandé l'aide du FBI pour déterminer la taille de cet individu, mais ils n'ont pu dire que cette personne mesurait entre 160 et 165 cm. La NASA a également aidé à l'enquête en améliorant la qualité de la vidéo afin d'aider à identifier le suspect. Mais tous les efforts se sont révélés vains et l'identité de cette personne reste encore inconnue à ce jour. La Chevrolet Malibu noire était garée entre un pick-up Dodge blanc et une Jeep Cherokee. Le quartier où la voiture a été laissée a été décrit comme une partie de la ville peu agréable. Les portières de la voiture étaient verrouillées et les clés ne seront jamais retrouvées. Il n'y avait aucun signe de lutte ou de sang dans la voiture. Le niveau de carburant indiquait que la voiture avait parcouru une distance relativement courte. Mardi matin, elle n'avait parcouru qu'une courte distance. Un lecteur DVD appartenant à Jennifer a été retrouvé sur la banquette arrière de la voiture. Le siège du conducteur avait été reculé. Le petit ami de Jennifer, qui était présent lors de l'inspection de la voiture, a dit qu'elle ne reculait jamais le siège autant. La police a décidé de faire appel à une équipe cynophile pour suivre l'odeur à partir de la voiture. Le chien policier a été amené à la voiture et a immédiatement détecté une odeur. Il a conduit l'enquêteur de la voiture jusqu'au complexe résidentiel où vivait Jennifer. Mais le chien a contourné la seule entrée du complexe et s'est retrouvé près de la clôture. Séparer le trottoir public du territoire privé du complexe. Dès que la chienne est entrée dans la zone, elle a flairé l'odeur et s'est dirigée directement vers l'escalier menant au 2e étage où vivait Jennifer. L'odeur l'a conduite directement à la porte d'entrée de la maison. Jen. La voiture a ensuite été envoyée à un laboratoire de police scientifique pour des analyses complémentaires. Après examen du véhicule, seuls 2 éléments de preuve ont été trouvés, une empreinte digitale latente et une petite fibre d'ADN. Les enquêteurs pensaient que le véhicule avait été nettoyé de toute preuve, avant qu'elle ne soit garée. Les enquêteurs n'ont pas pu la joindre par téléphone portable car celui-ci est resté éteint. Cependant, il a été établi que le téléphone de Jen et celui de la petite amie de son frère avaient été éteints simultanément la nuit précédant sa disparition, et ils n'ont plus jamais été rallumés. Par la suite, la police a mené une vaste opération de recherche dans le quartier où vivait Jen. Environ 1500 personnes ont participé aux recherches. Les recherches ont été menées dans les environs de l'endroit où Jen vivait et là où sa voiture a été retrouvée. Ils cherchèrent des vêtements, un portefeuille, un téléphone portable, une pièce d'identité ou des clés qui auraient pu se trouver sur le bord de la route, le trottoir ou dans l'herbe. Ils ont également fouillé la forêt située derrière le complexe résidentiel. Malgré tous leurs efforts, ils n'ont rien réussi à trouver. En mai 2007, l'entreprise où travaillait Jennifer a offert une récompense d'1 million de dollars. Pour toute information permettant de retrouver Jen à condition qu'elle soit en vie. 2 ans plus tard, une découverte étrange apparaît dans l'affaire de la disparition de Jennifer. Un jeune couple qui promenait son chien a trouvé un étui de bombe au poivre auquel était attachée une clé de boîte aux lettres. Ils ont contacté la police et lui ont remis cette trouvaille. Après enquête, il a été établi que la clé appartenait bien à Jennifer. L'étui de bombe au poivre est une copie exacte de celui que les parents de Jen lui avaient acheté pour la période où elle vivrait seule. Le père de Jen possède exactement le même étui. Fait intéressant, l'étui et la clé ont été retrouvés près d'une rue appelée Jennifer Lane, à Windermere, à 10 km de chez elle.
Alors, qu'est-ce que cela signifie ? S'agit-il d'une découverte fortuite ou d'une provocation à l'égard de la police de la part de quelqu'un impliqué dans la disparition de Jen ? Est-il possible que Jen ait utilisé sa bombe au poivre contre son agresseur ? Malheureusement, il y a très peu d'informations sur cette découverte et elle fait l'objet de nombreuses critiques. Alors, qu'est-il réellement arrivé à la jeune et belle Jen ? Examinons quelques théories. Sa disparition. Les enquêteurs pensent que Jennifer a disparu le matin du 24 janvier parce que sa salle de bain était mouillée et qu'il y avait une serviette mouillée sur son lit. Cependant, certains pensent qu'elle a pu quitter son appartement pour une raison quelconque, la nuit. On suppose que son téléphone a été éteint et que la batterie a été retirée dans la nuit du 23 janvier. C'est pourquoi certaines personnes ont cru que c'est à ce moment-là qu'elle a été enlevée. La première théorie suggère que son petit ami Rob était, d'une manière ou d'une autre, lié à sa disparition. Néanmoins, il a été interrogé par la police et écarté des suspects parce qu'il vivait à environ 3 heures de route de la maison de Jen et qu'il avait un alibi ce jour-là. La théorie suivante est que son ex-petit ami Matt était impliqué dans la disparition. La veille de la disparition de Jen, Matt buvait dans un bar situé à 8 km de l'endroit où elle vivait. Pour de nombreuses personnes qui suivent cette affaire, cette coïncidence a paru très étrange. Néanmoins, Matt avait un alibi solide, un alibi. Il a déclaré qu'il était rentré chez lui cette nuit-là et qu'il était allé travailler le lendemain. Ses colocataires et collègues l'ont confirmé. Une troisième théorie suggère qu'un des résidents ou employés du complexe d'appartements serait impliqué dans la disparition, Jennifer. Elle a dit à ses parents qu'elle n'aimait pas ça, la présence des ouvriers et le fait qu'ils fassent régulièrement des commentaires acerbes à son égard. Beaucoup de ces travailleurs travaillaient illégalement, sans aucun document. Ils vivaient dans des appartements vides du complexe et avaient tous un accès complet à l'immeuble. Et lorsque le frère de Jennifer a essayé de leur demander s'ils avaient vu quelque chose ce matin-là, ils l'ont tout simplement ignoré. Des rumeurs circulent également selon lesquelles plus de la moitié des employés ne se seraient pas présentés au travail après la disparition. Jen. À l'appui de cette théorie, je voudrais citer le témoignage d'une femme qui se trouvait dans ce complexe résidentiel environ 4 semaines avant la disparition de Jennifer. Cette femme rendait visite à une amie qui habitait dans ce complexe résidentiel lorsqu'elle a été abordée par un employé qui l'a mise très mal à l'aise. Elle a dit qu'elle y avait rencontré un employé. Il était tellement effrayant qu'elle lui a dit qu'elle devait partir immédiatement. Il continuait à la regarder, à sourire et à lui poser des questions. Plus tard, elle a avoué qu'après avoir rencontré cet homme, elle en avait eu la chair de poule. Peut-être parce qu'elle était jeune et belle, Jen a attiré l'attention de l'un des ouvriers, qui l'a enlevée, violée et tuée. Bien que les événements se soient déroulés en plein jour, dans un quartier résidentiel. Si elle avait été enlevée par un inconnu, elle aurait sûrement commencé à crier, quelqu'un l'aurait probablement entendue ou vue. Et la dernière théorie. Elle suppose qu'un collègue de travail de Jennifer pourrait être impliqué dans sa disparition. Il s'intéressait ouvertement à elle, bien qu'il fût marié et père de famille. Campos, apparemment, flirtait avec Jen et l'a invitée plusieurs fois à sortir, mais elle le repoussait poliment. La jeune femme ne savait pas comment gérer cette situation, alors elle a demandé conseil à son père. Il lui a dit de l'inviter à un dîner d'affaires et de lui expliquer simplement qu'une relation au travail ne l'intéressait pas, et de lui rappeler poliment qu'il était marié. C'est ce qu'elle a fait, et selon les rapports, il l'a bien pris. La raison pour laquelle Campos est un suspect officieux dans cette affaire, c'est qu'il est arrivé au travail très tard le jour de la disparition de Jen, vers midi, et semblait manifestement agité sans raison apparente. Il a expliqué son retard en disant que, sur le chemin du travail, la police l'avait arrêté et lui avait donné une amende pour excès de vitesse, bien que ce fait n'ait jamais été vérifié. De plus, le lundi, après que Jen soit revenue de vacances, il n'arrêtait pas de lui poser des questions sur son séjour aux îles Vierges. Chaque fois qu'elle lui en parlait, il commençait à se mettre en colère. Beaucoup de gens pensent que Campos était jaloux de son petit ami. Selon un autre employé de l'entreprise, Campos s'est comporté de façon très étrange le jour où Jennifer a disparu. Il a même fait quelques remarques très déplacées au sujet de sa disparition, disant qu'elle avait probablement déjà été dévorée par des alligators. Un de ses collègues, nommé Adam, a dit que quelques jours avant la disparition de Jennifer, Campos était contrarié par le fait qu'elle sortait avec son petit ami et non avec lui. Adam a dit qu'il avait consulté la correspondance par email entre Campos et Jen, au cours de laquelle, selon les rapports, Campos était mécontent qu'elle ait refusé de sortir avec lui.
Il dit aussi que lorsque Campos a vu l'email qu'Adam avait envoyé à Jennifer, dans lequel il lui disait qu'elle était jolie, ce jour-là, Campos s'est énervé et a demandé à Adam s'il était attiré par elle sexuellement. Compte tenu de tout cela, la théorie de l'employé jaloux semble tout à fait plausible. La disparition de Jennifer Casey. C'est l'un des rares cas qui sont tout simplement déconcertants. Cela fait 13 ans que Jennifer a disparu, mais nous avons encore plus de questions que de réponses. Son affaire a attiré beaucoup d'attention, surtout sur les forums internet, où de nombreuses spéculations et théories sur sa disparition continuent d'apparaître. Puisqu'aucune trace de lutte ni de sang n'a été retrouvée dans l'appartement de Jennifer, ni dans sa voiture, certains pensent qu'elle a été enlevée. Les questions qui restent encore sans réponse sont quand, comment et par qui elle a été enlevée. La police suppose qu'elle a été kidnappée alors qu'elle se rendait à sa voiture le matin pour aller au travail. Si c'est le cas, pourquoi personne n'a-t-il vu ce qui s'est passé? Si Jennifer a été tuée, la question est de savoir où se trouve son corps. Il existe une théorie selon laquelle elle aurait pu être étranglée, et comme le complexe résidentiel était encore en construction, le meurtrier aurait pu enterrer son corps dans les murs de l'un des bâtiments ou sous les fondations. Il s'agit vraiment d'une disparition mystérieuse, avec tant de questions sans réponse. Il y a le téléphone éteint la nuit précédant la disparition, le sweat à capuche d'homme trouvé dans le panier à linge de son appartement, les ouvriers suspects, l'homme mystérieux qui a garé la voiture de Jen, l'étui de bombes lacrymogènes retrouvé 2 ans plus tard, avec la clé de la boîte aux lettres. Jennifer et de nombreuses autres questions, dont la principale, qu'est-il réellement arrivé à Jennifer Casey?